Il ne se cachait nullement, fréquentait même volontiers les lieux publics et, pour peu qu'on s'y prenne avec un minimum de générosité ou de discrétion, il était facile de les filmer. Augustin décrivit les jeunes revenants bijogots leurs corps efflanqués, couverts d'une croûte de terre sèche mêlée à de vieux bouts de tissu, leur visage exsangue, dans lequel 2 yeux de pierre verte. Il parut soudain pris d'un doute. Il n'y en avait pas, des revenants, en pays Tégbé, si, en Europe aussi, d'ailleurs. Partout dans le monde il y avait des revenants. La journée du jeudi 15 démarra dès avant 5 heures. Ce furent d'abord, audibles sur fond de silence nocturne couplé au grondement continu des machines, quelques rares bruits, un écoulement d'eau en cuisine, un autre en cabine, des pas dans une coursive, ailleurs une porte qui s'ouvrait. Mais rapidement, avec la multiplication des déplacements et des gestes, les sons épars s'unifièrent en bruissement collectif. Déjà la cale résonnait de l'activité d'au moins 6 matelots ainsi que des voix du Bosco et du second capitaine. La Bentley dans sa housse était maintenant cernée par des cônes de chantier bicolores signalant un périmètre à ne pas franchir. Mirko jugea toutefois le dispositif insuffisant. Il allait y avoir, disait-il, un important va-et-vient de semi-remorques. Ils auraient à manœuvrer, et les chauffeurs ne seraient pas nécessairement des champions. Il chargea 2 hommes d'aller chercher un panneau mobile sur plot béton et de l'associer au cône plastique afin de renforcer la protection de la voiture. Les autres matelots, pendant ce temps, s'occupaient du marquage au sol. Au centre de la cale, un large cercle apparaissait peu à peu sur le plancher de tôle, dessiné en pointillé par une série de pastilles autocollantes jaune fluo. Partant de ce cercle, une triple succession de chevrons tracés à l'aide de rubans adhésifs, jaunes là encore, commençait de matérialiser 3 pistes axées sur les 3 couples de conteneurs. Chaque véhicule tracteur-camion raccourci, quasi réduit à l'habitacle, aurait à faire un demi-tour dans le rond central avant de reculer jusqu'au plateau remorque auquel il s'attellerait. Le marquage serait achevé lorsque de grands chiffres noirs, plusieurs fois répétés, numéroteraient les 3 pistes. 1, 2, 3, 140. Les matelots de pont, quant à eux, avaient mis en place l'échelle de pilote pour l'arrivée du pilote du port et ils finissaient de préparer les haussières d'amarrage. Enroulées sur elles-mêmes comme autant de lassos géants, celle-ci était prolongée par un mince filin, la touline, elle-même équipée, à son extrémité, d'une paume de touline commode à saisir et permettant de tirer à soi la longue et lourde tresse de l'amarre. Tout ça était prêt, et les feux de signalisation portuaires ainsi que les lumières de la ville en arrière-plan se trouvaient en vue depuis un moment quand, sortant de la rade, apparut la vedette du pilote. Passées 2 ultimes balises, elle accéléra, fonçant droit vers le bateau en approche et laissant derrière elle un sillage dont l'écume blanche ressortait dans l'obscurité de la nuit finissante. Bientôt, elle modifia sa trajectoire. Elle fit un crochet qui d'abord l'éloigna, comme si elle avait changé de destination. Puis, ayant achevé sa boucle et repiqué vers le cargo, elle le rejoignit pour venir s'accoter à lui et dès lors, réglant sa vitesse sur celle de son monumental voisin, elle demeura à hauteur de l'échelle qui pendait. Fermant poignement, coup de rein, traction des bras, le pilote entama son ascension qu'il poursuivit avec souplesse échelon après échelon, et à son arrivée sur le pont, comme il se devait, Francky l'accueillit. Les 2 hommes se rendirent ensemble à la passerelle de commandement. Là, Francky commença par proposer un café à son hôte. Il le fit avec simplicité encore qu'il y eut sous la simplicité quelque chose aussi de cérémonieux, un café, après quoi, rien ne compta plus que les ordres successifs donnés par le pilote, net, précis. Commandant et homme de bar les écoutaient tous deux sans un instant relâcher leur attention, le premier transmettant d'une voix neutre chaque nouvel ordre de machine à la salle des machines, le second répétant de même les ordres de bar à mesure qu'il les exécutait. Ainsi le Nauplius entra-t-il dans le port de Combedji, lentement, calmement, avec même certaine douceur qui se dégageait de son énormité, il gagna le bassin des rouliers puis, ralentissant encore, il se dirigea vers l'emplacement qui l'attendait, à l'angle de 2 quais. Il y glissa ses 140 mètres sur 29 avec une précision impeccable, venant sans heurts s'appuyer au pneu qui défendait le point d'accostage. Il s'arrêta, se balança encore un peu sur place. Cependant les Two Lines s'étaient lancés depuis le pont et attrapés au vol en contrebas par les mains gantées des hommes de quai. Puis dans la foulée les haussières furent tirées jusqu'au bit d'amarrage auquel toutes,
En quelques secondes, se trouvèrent qu'appelés résidence à l'étendre, ce que firent les matelots de pont, à couper le moteur, ce que Léhi, ou N en salle des machines, à féliciter le pilote, ce que fit Frankie à la passerelle, cordial comme rarement, allant jusqu'à presque sourire et à accompagner d'un long branlement de la tête son compliment confraternel, « Good job ». Captain 19 le contrôleur des douanes était monté à bord le premier, laissant 2 agents en faction au pied de l'échelle de coupé et 2 autres à l'entrée de la cale, en haut du plan à peine incliné de la rampe de chargement. Frankie et le contrôleur, à présent, s'entretenaient seul à seul dans le fumoir bibliothèque. Ils allaient trouver un arrangement, c'était certain, et, dès que ce serait chose faite, les événements un temps suspendus reprendraient tout naturellement leur cours. Encore peu animés à cette heure matinale, les quais à l'angle desquels venait d'avoir lieu l'accostage n'étaient pas déserts pour autant. Camionneurs, soldats en treillis, faux civils de la décadrée, comme tout le pays nommait certaines unités spéciales de gendarmerie. Il y avait là une vingtaine d'individus répartis en 3 groupes dont aucun ne paraissait concerné par la présence des 2 autres. En attendant 144 ans que les douaniers en aient fini avec le bateau et sa cargaison, les camionneurs traînassaient auprès de leur semi-remorque, et de même, 100 mètres plus loin, quelques-uns, les soldats auprès de leur propre véhicule, de Drover couleur camouflage. À l'intérieur des habitacles, les autres soldats écoutaient de la musique en sourdine, les 2 oreilles sous casque écouteurs, où ils jouaient sur l'écran de leur smartphone, s'étiraient en bâillant, causaient entre collègues, s'esclaffaient de ce qu'avait dit l'un, se récriaient ce qu'avait dit l'autre. Quant aux hommes de la décadrée, les vitres teintées de leur berline Mercedes les dissimulaient suffisamment pour qu'ils puissent observer sans être vus, ou dormir tranquille aussi bien. Vint le moment où, d'un seul coup, les carrosseries se couvrirent de reflets. Le jour se levait, faisant pâlir la lumière artificielle des luminaires partout dans le port. Des oiseaux s'étaient mis à chanter. Une rumeur de circulation automobile commençait même à s'entendre, rehaussée de pétarades de moto et de coups de klaxon. Et à mesure qu'enflaient les bruits de la ville, comme par un effet de la clarté naissante, les odeurs portuaires s'intensifiaient également. C'étaient des émanations d'eau mazotée et de pelures de fruits, de poissons séchés, de bitume amolli et de latérite. Elles imprégnaient l'atmosphère, si bien qu'on aurait dit que la moiteur ambiante était l'aigre transpiration d'une terre impaludée, brûlante et rougifièvre à répétition plus encore que par l'affleurement de la bauxite. Chemise veste beige bien repassée, pantalon beige idem, chaussures de cuir aux pieds, rien qu'à sa tenue l'employeur se distinguait de ses camionneurs. De plus il les traitait de haut, multipliant les rictus de dédain et les regards ternus, quand même il ne leur criait pas dessus. Les camionneurs encaissaient en silence, sauf un qui ripostait et que l'employeur ne lâchait que pour aussitôt revenir sur ses pas, index pointé vers le ciel comme pour un premier sur l'indocile un exemplaire châtiment. Employé et employeur s'exprimaient par moments en français, par moments en bucombé plus physique lorsqu'ils parlaient bucombé, au point qu'à plusieurs reprises ils parurent près d'en venir aux mains. L'affrontement prit fin avec la réapparition, en haut de la coupée, du contrôleur des douanes. Celui-ci descendit la planche oblique d'un pas vif, en habitué. Il ne ralentit même pas quand, pour appeler les 2 agents restés à l'entrée de la cale, il sortit son portable de sa pochette, avec le pouce, sélectionna un numéro. Quelques secondes après, les 5 douaniers s'éloignaient ensemble en direction 146 des bureaux de la douane. L'homme en beige alors, comme s'il n'avait attendu que ça, se déplaça à son tour. Ayant rejoint les militaires qu'il avait ignorés jusque-là, il échangea quelques mots avec celui dont l'uniforme indiquait un officier supérieur. Puis comme il se dirigeait vers le bateau, il interrompit sa marche un instant pour aider de loin les camionneurs et leur donner consigne de regagner leur volant. Enfin, arrivé au pied de l'échelle de coupée, il hésita, mesurant du regard le vide au-dessus duquel il lui fallait s'élever et la fragilité de la planche qui allait le porter. Néanmoins il se lança et, à petits pas précautionneux, sans à aucun moment lâcher les mains courantes entre lesquelles il avançait, il alla au bout de l'ascension. Pour les camionneurs comme pour les soldats entraînés et les faux civils de la décadrée, commença un nouveau temps d'attente. Rien ne bougeait autour d'eux, nombre de points d'accostage se trouvant inoccupés sur le pourtour du bassin, et les quelques cargos voisins d'une Plio semblant tous avoir été désertés par leur équipage. Dans les zones portuaires attenantes, au contraire, grues, portiques,
chariots s'étaient progressivement remis en branle, et des éclats de voix noyés dans le vacarme des engins en action arrivaient jusqu'au terminal roulier silencieux. Sur place, cependant, deux jeunes marchands vinrent installer leur échoppe mobile entre semi-remorque et Land Rover. Un grand plateau émaillé, en équilibre sur un tabouret, servit d'étal à un maigre éventail de lunettes de soleil ainsi qu'à 5-6 oranges, à autant de paquets de cigarettes et à une quinzaine de noix de cola disposées 3 par 3. Trop détendu pour avoir une allure bien martiale malgré le pistolet mitrailleur porté en bandoulière, quelques soldats s'approchèrent des jeunes filles. Vendaient-elles des chewing-gums, des boissons canettes d'eau gazeuse, de jus de goyave, à ester à point. Les marchandes ayant montré leur étalage et confirmé que c'était là tout ce qu'il y avait à acheter, les soldats surjouèrent la déception. Certains se plaignirent, une offre si maigre, disait-il, constituait une mauvaise plaisanterie, une insulte à la clientèle et la contrariété dans leurs yeux se teintait de colère. Mais vite, ils s'adoucirent. Ils se mirent à examiner les lunettes de soleil, en essayèrent plusieurs paires, achetèrent qui un paquet de cigarettes, qui une orange, qui 3 noix de cola, affables comme tout maintenant. Ils en étaient à demander aux filles leur prénom quand arriva l'officier supérieur. À ces hommes, il rappela leur appartenance à l'armée, qu'ils n'étaient pas en permission, qu'ils n'avaient pas à se goberger pendant le service ni à faire les jolis cœurs auprès des premières demoiselles venues. Il se délectait de sa propre voix, prononçant des ETS comme se goberger, joli cœur ou demoiselles au moins s'être ralenti pour mieux en détacher les syllabes et faire durer le plaisir. Il s'en prit ensuite aux marchandes, qui les avaient autorisées à pénétrer dans l'espace portuaire. Et ignorait-elle que le commerce ambulant y était interdit? De toute façon point. Il leur parlait sèchement, avec un détachement affecté et sans même les regarder. Pièce d'identité, réclama-t-il. L'une des filles déclara n'avoir pas ses papiers sur elle. Et comme l'autre se taisait, et toi, pas de papiers non plus. Cette fois, l'officier inspecta de haut en bas et de bas en haut la première, puis la seconde, puis de rechef la première jeune fille. Il nomma le tissu qui drapait l'une, vanta la coupe du gens qui moulait l'autre avant de leur demander si leur commerce prospérait et si elles aimaient l'argent, l'uniforme, les galons, la puissance létale des armes à feu, les joies de la chair. Il s'échauffait, à parler comme ça et les jeunes marchandes ne savaient plus comment se tenir ni où regarder. Elles furent tirées d'embarras par le retour de l'homme en beige sur la terre ferme et l'intérêt que l'événement suscita chez l'officier. Ce dernier, voyant l'homme venir à lui, eut d'abord un mouvement pour s'avancer à sa rencontre mais il changea d'avis et finalement resta campé sur ses jambes à attendre, les deux mains dans le dos. Un paquet lui fut remis, fait d'une enveloppe repliée autour de son contenu et serré par 4 élastiques. Il le prit sans se cacher des deux filles, cherchant au contraire le regard à l'instant d'empocher l'enveloppe puis, sous leurs yeux, tapotant le renflement nouveau de sa veste en treillis. Mais subitement, quoique sans se presser, il leur tourna le dos pour reprendre le chemin des Land Rover. Il avait de même ignoré l'homme en beige depuis la remise du paquet, et déjà il s'en était éloigné d'une vingtaine de mètres quand, à retardement, et sans prendre la peine de se retourner, il lui adressa un vague signe élévation de la main à hauteur d'épaule, basculement du poignet, secouement des doigts comme pour les égoutter après rinçage ou chasser les mouches. En sorte que le balai des semi-remorques puis commencer. Mirko dirigeait la manœuvre, assisté du Bosco et de quelques hommes d'équipage. Un camion entrait dans la cale, exécutait son demi-tour, reculait, s'attelait à une remorque et, après déblocage de celle-ci, la tractait jusqu'à l'extérieur via la rampe de chargement. 6 fois l'opération se répéta dans la résonance caverneuse des échappées de gaz et des coups de frein, des accélérations, des voix forçant le ton pour être entendues et de l'acier couinant sous la charge. Au terme de quoi ne resta plus dans la cale que la Bentley revêtue de sa housse de luxe, très chic, assurément, mais perdue au milieu de tant de vide, et comme sous-dimensionnée. Sur le quai, chacune des remorques venues de Grèce désormais unies à son tracteur local, ce sont donc 6 camions complets qui se tiennent rangés côte à côte, prêts à se mettre en route. Et ils démarrent, ça y est, ils sortent du port, traversent la ville en convoi puis roulent 1 heure ou 2 sur bitume avant d'attaquer la latérite, ralentissent par l'état de la chaussée, des trous fréquents dans le bitume, une surface en terre continuellement ondulée, comme les tôles couvrant les maisons.
La poussière a formé une pellicule rouge brique sur les pare-brises ainsi que sur les carrosseries, les châssis, les conteneurs. La même poussière rougit aussi la végétation de part et d'autre de la route. 2 mois de pluie quotidienne n'ayant pas suffi à laver les plants de réalignés dans les rizières ni dans les palmeraies, les palmes des palmiers, ni même dans la savane, le feuillage des capoquiers qui de loin en loin dresse une silhouette colossale au-dessus des arbustes épineux et des hautes herbes. Périodiquement, le convoi double un cycliste, croise une marcheuse. Le camion de tête alors klaxonne, et cycliste ou marcheuse s'écarte précipitamment sur le bas-côté. Arrive un moment où, la route venant à traverser un village, celui-ci tremble tout entier sous le poids des 6 camions qui défilent, entre en vol de la poussière, projection répétée de l'eau déflaquée, panique volaillère. Des villageois essaient de prévenir les camionneurs de l'imminence d'une nouvelle pluie. Ils lancent plusieurs fois le même avertissement tout en faisant de grands gestes. Aucun des camionneurs ne parle la langue du coin, néanmoins tout comme prennent l'avertissement parce qu'ils savent ce qu'est une pluie de saison des pluies et qu'ils ont reconnu, apportée par un soudain souffle d'air froid, certaines senteurs fades qui ne trompent pas. Dehors, les gens courent se mettre à l'abri. Les camions poursuivent leur route, sortent du village, s'éloignent et tout à coup, ils entrent dans la pluie drue. Jamais les pare-brises ne vont tenir le choc sous la violence du cinglement, ni les carrosseries point. L'eau s'accumule, elle monte, recouvre la chaussée, monte encore, s'étale. Les camions n'ont pas le choix, ils s'arrêtent. Ruisselant, noyés par endroits et partout réduits au silence sous le tambourinement frénétique de la pluie, le paysage se ratatine. Un certain s'il va être lacéré sur place par la mitrailleuse emportée jusqu'à nulle part dans le flux boueux de l'inondation. Ça n'empêche pas les échanges téléphoniques entre camionneurs, non plus qu'entre ces derniers et l'homme en beige, qui appelle depuis Combedji. Il est furieux que ses chauffeurs, pour 3 gouttes qui tombent, aient pris l'initiative de s'arrêter. Ils sont payés pour rouler, pas pour se prélasser dans le coûteux confort de ces véhicules. Et puis l'équipe de la décharge ne va pas rester 1000 ans à les attendre, sans compter que passé 19 heures on ne pourra traverser qu'à la lumière des phares et que ça, pour alerter les foules. Toujours prêtes, les foules, selon l'homme en beige, à s'inquiéter ou s'indigner d'un rien après le départ des camions, la berline Mercedes, moteur éteint, est restée encore un bon moment sans que s'ouvre aucune de ses portières. Le nœud Clio est amarré à quelques pas de lait. Par la large ouverture arrière, on voit la Bentley, toujours sous housse mais débarrassée du panneau mobile et des cônes de chantier qui l'entouraient il y a peu. Les 2 Land Rover, à l'intérieur desquels ont repris place les soldats qui tout à l'heure glandouillaient sur le quai, ajoutent leur inertie à celle de la Mercedes, à celle aussi d'une Clio et des quelques autres cargos retenus comme lui par leurs amarres, à celle encore des jeunes marchandes désœuvrées, en panne de clientèle. Il fait chaud, les mouches bourdonnent et l'attente puisqu'à l'évidence quelqu'un est attendu s'éternise comme si l'écoulement des heures était freiné par l'air moite. Arrive enfin une nouvelle voiture, une russe, c'est là, une Russena, cocarde rouge-jaune-vert dans un angle du pare-brise, chauffeur de maître au volant, chauffeur de maître bis à côté du premier, tous deux en livrée grise et casquette plate à visière noire vernissée. La porte passager avant s'ouvre, chauffeur bis descend de voiture et, se retournant vers l'habitacle qu'il vient de quitter, il s'adresse à son collègue, puis à l'un des 2 passagers installés à l'arrière. Au collègue, il parle comme à un subordonné, lui commandant de couper le moteur et de ne pas quitter l'intérieur du véhicule jusqu'à nouvelle instruction. Le collègue coupe le moteur mais de mauvaise grâce la grimace, le regard, la lenteur ostensible du geste, tout dit qu'il n'a pas apprécié le ton péremptoire de chauffeur bissetque. Le moment venu, on en reparlera entre 4 yeux. Des 2 hommes à l'arrière, l'un à la nuque épaisse et le crâne rasé d'un garde du corps, le costard aussi, avec veste déboutonnée au cas où. C'est vers l'autre que se tourne le chauffeur bis, tout miel cette fois, mon général, dit-il. Le général est en civil longue tunique en basin et pantalon assorti. Avant de descendre à son tour de voiture, il attend que le garde du corps l'ait précédé et que 2 agents de la décadrée aient rejoint le garde du corps. Il n'a pas à ouvrir sa portière, chauffeur bis s'en charge. Mon général, répète alors celui-ci et il soulève brièvement sa casquette. Le garde du corps connaissait son métier. Il savait tout voir, juger du caractère suspect d'un silence, d'un mouvement,
d'un bruit, jauger une situation et, selon le cas, se tenir au plus près de celui qu'il devait protéger ou conserver ses distances. Se faire oublier, toujours. De sorte que lorsqu'il s'agit d'accueillir le général sur le pont, Frankie put se comporter comme si la rencontre avait lieu sans témoin et réduire le protocole à pas grand-chose. À un unique mot, en fait, qui plus est prononcé avec un rien d'ironie, général. Le général répondit sur le même ton à ce salut, commandant sans plus de façon. Les deux hommes échangèrent alors une grande tape sur l'épaule tout en se serrant la main longuement. Ils se tutoyèrent, s'appelèrent par leur prénom. Et s'ils allaient par la suite revenir au vous et se donner de nouveau du général et du commandant, ce regain de formalisme serait peu crédible et apparaîtrait plutôt comme un jeu, une façon, pour d'ex-partenaires de jeunesse citadine, de refaire momentanément équipe en partageant une même attitude publique et, en leur fort intérieur, un même sentiment de drôlerie devant ce que chacun d'eux était devenu. La suite fut vite là, qui se passa dans la cale et réunit devant la Bentley le second capitaine, le Bosco, les deux faux civils de la décadrée et chauffeur bis. Là où ça avait été retiré. Chauffeur bis avait eu un premier frémissement d'émotion lors de ce dévoilement, puis un autre en repérant, sur la carrosserie toute neuve, des traces de doigts. Il n'avait eu que le temps de faire usage de sa chamoisine de secours avant que le général se pointe, flanqué du garde du corps transparent et de Frankie. Le général tourna autour de la voiture, lentement, s'avançant par instants pour regarder le cuir pleine fleur des sièges, la riche étoffe des rideaux latéraux, la surface immaculée du tableau de bord et de ses écrans tactiles, sans interrompre son examen, et comme s'il parlait tout seul aux dents.
de ses écrans tactiles, sans interrompre son examen, et comme s'il parlait tout seul ou dans un discret micro qu'il aurait porté fixé à son vêtement, il interrogea chauffeur bis. Alors, chauffeur, dit-il, comment tu la trouves? Mon général, répondit seulement chauffeur bis. Il avait soulevé renfoncé prestement sa caquette et souriait, le visage heureux. Elle est belle, non, insista le général. Nouveau soulèvement de casquette, et accentuation si ardente du mât de magnifique que la durée du même s'en trouvait triplée. Elle est magnifique, mon général 21. La beauté, c'est bien joli, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la carrière, l'ambition, l'astuce, l'audace, le sommet de la hiérarchie et l'ivresse, enfin, de s'y maintenir contre la fatalité du déclin et les rivaux les mieux armés. D'où la nécessité du blindage. Le général en était personnellement convaincu, de cette nécessité, et s'il ne posa pas lui-même les questions, ce fut du moins en son nom que les deux infos civils de la décadrée réclamèrent quelques éclaircissements techniques. Le général, disait-il, aimerait savoir, voudrait connaître. Francky, d'un regard, confia à Mirko le soin de répondre. Général, commença le Croate, il sut dire encore portière, vitre et des sous-S, en français, mais pas châssis, se contentant de désigner du doigt le bas de caisse 158 dans son portable. Cependant, un clip attendait, un clip de démonstration. Plus cloque, se disait Mirko, que ne pourrait l'être aucun discours, a fortiori aucun geste. Il avait à peine porté la main à sa poche que déjà les deux faux civils et le garde du corps l'encadraient, les uns devant, l'autre derrière, prêts à empêcher tout nouveau mouvement. De son côté, le général s'était tourné vers son ancien camarade. Francky avait répondu à son interrogation muette par une mimique non moins silencieuse, les lèvres qui avancent, les yeux qui se ferment pendant que la main vient se poser à plat sur le vide à hauteur de fémur et que la tête opine. La même mimique exactement servie au général pour calmer le zèle de ses protecteurs. Ok, c'est bon, leur faisait-il comprendre, laissez tomber. Puis remontant l'ample manche de sa tunique afin de s'esser plus commodément le portable, montrez-moi ça, capitaine, dit-il à Mirko. Un mouvement circulaire de la caméra, pour commencer, montrait un vaste local sans fenêtre, atelier d'usine peut-être, ou parking public, mais dépourvu de toute machine et vide aussi de tout véhicule hormis une exacte réplique de la Bentley. La caméra s'arrêtait sur cette dernière, zoomait insensiblement. Puis deux hommes entraient côté court et venaient ensemble se placer face à l'objectif. Le premier homme, gringalet flottant dans un complet beaucoup trop grand pour lui, était armé d'un fusil d'assaut qui ne suffisait pas à lui donner l'air d'un compétiteur sportif ni d'un tueur. Il se tenait zéoï tandis que son voisin, après s'être présenté comme directeur fondateur d'une entreprise sans égale sur le marché du blindage, détaillait les aménagements apportés à la Bentley. Il parlait d'épaisseur, de poids, d'acier, de verre par balle, donnait des chiffres comme 200 mm ou 7,5 tonnes et concluait à un blindage de niveau 6, soit ce qu'on faisait de mieux. Un système hydraulique, ajoutait-il, commandait la remontée des vitres, lesquelles en cas de tentative d'intrusion pouvaient se refermer en un rien de temps et, au passage, trancher n'importe quel bras. Venait ensuite le moment du test. Avec calme mais aussi certaine gravité, le directeur fondateur allait prendre place au volant de la voiture. Le gringalet armait alors son fusil, espaçait les pieds pour se mettre en position, épaulait et, visant la silhouette du conducteur derrière le pare-brise, tirait 12 fois. Malgré la violence des impacts, le verre s'étoilait en surface sans se briser ni seulement se fissurer. La même scène repassait aussitôt à l'écran mais, ce coup-ci, filmé depuis l'habitacle, et comme vécu par un passager assis à l'arrière. Impressionnant, bien sûr. Néanmoins le directeur fondateur ne bronchait pas. Dans le plan qui suivait, le gringalet tenait un épais boîtier métallique, au lieu du fusil d'assaut. Pendant qu'il se dirigeait vers la voiture blindée, un texte défilait au bas de l'image, indiquant que le boîtier était chargé de 5 kg de TNT. On voyait le petit homme s'accroupir, poser sa bombe par terre, la pousser avec délicatesse sous le châssis puis s'éloigner et, parvenu à bonne distance, pointeur sur la voiture une télécommande avec laquelle il déclenchait l'explosion. La Bentley frémissait à peine, rampant d'abord au sol et venant lécher le bas de caisse. Le léger nuage de fumée résultant de l'explosion ne tardait pas à se dissiper, et la portière avant gauche pouvait s'ouvrir.
Dans un premier temps, elle livrait passage au conducteur qui sortait de là comme si rien ne s'était passé. Dans un second temps, elle semblait se refermer toute seule derrière lui. Les deux fois, elle faisait le même imperceptible bruit, plein et moelleux. Après quoi, face caméra de nouveau et les yeux regardant l'objectif, le directeur fondateur prononçait un bref panégyrique de son entreprise. Elle était réputée dans le monde entier, en tête de tous les classements, prisée des milliardaires, des présidents, des rois, des émirs, des stars. Le ton du causeur était empreint de sérieux, comme son visage. À la fin toutefois, le gringalet avait rejoint son partenaire et on voyait les deux hommes posant côte à côte, un large sourire aux lèvres. Peu avant que les 5 kg de TNT n'aient explosé à l'écran, Gu était apparu dans la réalité de la cale, en haut de l'escalier descendant du pont principal. Le général avait momentanément cessé de regarder le clip pour voir de quoi avait l'air le nouveau venu. Une nouvelle fois, il avait consulté Frankie d'un rapide coup d'œil, et une nouvelle fois aussi il avait, du même geste reçu en retour, arrêté l'élan du garde du corps et des deux faux civils de la décadrée. Le clip fini, il avait essayé le siège arrière de la Bentley, puis le siège conducteur, puis de nouveau le siège arrière, d'où il avait invité chauffeur bis à se mettre au volant. Chauffeur bis s'était exécuté avec fierté. Il avait mis le contact, et durant plusieurs secondes les deux hommes avaient pareillement tendu l'oreille à l'onctueux ronronnement qui s'échappait du capot. Tu entends ça, chauffeur? Soulèvement, renfoncement de casquette. J'entends, mon général. Nouvel écho du moteur 162. Gu avait le sentiment d'avoir déjà vu le général quelque part et la question de savoir où l'absorbait. Néon des coursives, main courante, portes étanches, marche d'escalier à revêtement antidérapant, rien de ce qui se trouvait sur son chemin ne retenait son attention. Pareil ensuite quand, de retour dans sa cabine, au lieu de s'installer devant l'ordinateur, il s'allongea sur la couchette où il resta un bon moment, main jointe derrière la tête et tibias croisés, regard fixé au plafond. Jamais mis les pieds en RGK, gambergeait-il. Jamais non plus beaucoup fréquenté les militaires, ou les aspirants militaires. Alors où ça, à Paris, à Ponto Combo. Sur le Palamède, peut-être après tout, c'était vraisemblablement par. Non, rien ne collait. Agacé, et résolu à penser à autre chose, il se leva, s'approcha des hublots. Il avait vu sur une grande partie du site portuaire, avec en amorce l'avant du 164 Noplio puis en enfilade sur tribord le quai nord-ouest, le bâtiment de la douane, un entrepôt et, encore au-delà, une zone où des dockers s'activaient parmi les conteneurs empilés et les engins de manutention. Sur bâbord, séparés du Noplio par toute la largeur du bassin, deux autres cargos étaient à ma résidence, l'un très rouillé, son voisin en meilleur état mais pas moins laissé dans un apparent abandon. Et face à Gu, entre la terre ferme et la longue ligne brisée dessinée par la digue, les eaux balisées et lisses de la rade stagnaient. Le contraste était net entre ces eaux-là et celles du large, à l'arrière-plan, toutes frémissantes au contact sauvage de l'air, et qui d'un seul bloc enflaient, désenflaient en une lourde respiration lentement cadencée. Gu soudain vit qu'on reprenne la mer tout de suite. Il soupira, puis une idée ayant chassé l'autre, il ressentit combien sa position dans l'espace coïncidait avec celle du Noplio. Or celui-ci, appuyé comme il l'était à deux quais à la fois, se trouvait désormais soudé au monde composite du ciment, de la végétation, des corps animaux de toutes sortes et de la poussière terrestre, bref, au monde solide, et non plus à la vaste partie ciel-mer du paysage qui s'étendait, uniment vide, jusqu'à l'horizon. Le bateau, dans cette distribution nouvelle, n'était plus au centre de rien, et du reste il n'y avait plus de centre nulle part, plus de centralité. Effet de ces mots, centre, centralité, ou effet de quelques bruits venus de la ville, sonnerie de clairons au loin, ou coups de sifflet précipitamment répétés, comme de motards ouvrant la voie à des officiels importants et à leur escorte. Gu en tout cas repensa au général. Il le revit tel qu'il lui était apparu lors de la réception de la Bentley, centrale, pour le coup, car où qu'il se tienne, vers lui s'orientaient les visages, tous les visages, et tirant de cette attention unanime un surcroît d'assurance, il parlait d'une voix plus claire, tenait le front plus haut.
enchaînait les gestes avec une aisance qui semblait procéder d'une supériorité innée. Mais ce qui avait davantage encore frappé Gu était, 1. L'air suspicieux que sa propre apparition en contrôle de la cale avait fait naître chez le général. 2. La rapidité avec laquelle ce dernier s'était remis de l'incident, et l'œil serein qu'il avait alors promené autour de lui sans guère détailler les choses, d'ailleurs, ni vraiment considérer qui que ce soit, comme si, peu sensible à la prosaïque monumentalité du décor. Il avait en outre jugé superflu de répondre à des regards d'or et déjà attachés solidement à sa personne. Pareille attitude, point. Ça rappelait quelqu'un. Gu d'un seul coup fut tout détendu et souriant d'avoir trouvé qui 166 effets de ces mots, centre, centralité, ou effet de quelque bruit venu de la ville, sonnerie de clairon au loin, ou coup de sifflet précipitamment répété, comme de motards ouvrant la voie à des officiels importants et à leur escorte. Point. Gu en tout cas repensa au général. Il le revit tel qu'il lui était apparu lors de la réception de la Bentley centrale, pour le coup, car où qu'il se tienne, vers lui s'orientaient les visages, tous les visages, et tirant de cette attention unanime un surcroît d'assurance, il parlait d'une voix plus claire, tenait le front plus haut, enchaînait les gestes avec une aisance qui semblait procéder d'une supériorité innée. Mais ce qui avait davantage encore frappé Gu était, 1. L'air suspicieux que sa propre apparition en contrôle de la cale avait fait naître chez le général. 2. La rapidité avec laquelle ce dernier s'était remis de l'incident, et l'œil serein qu'il avait alors promené autour de lui sans guère détailler les choses, d'ailleurs, ni vraiment considérer qui que ce soit, comme si, peu sensible à la prosaïque monumentalité du décor. Il avait en outre jugé superflu de répondre à des regards d'or et déjà attachés solidement à sa personne. Pareille attitude. Ça rappelait quelqu'un. Gu d'un seul coup fut tout détendu et souriant d'avoir trouvé qui. Les sites d'information, les chaînes TV ainsi que les magazines et journaux papier entretenaient si bien la notoriété de Maurice Odego que beaucoup de gens, sans l'avoir jamais vu pour de bon, avaient néanmoins en tête une nette image de lui. Gu faisait partie de ces gens, ordinaires usagers des médias, mais surtout amis de Weiwei et confidents privilégiés de ses souvenirs. Il disposait ainsi d'un véritable fonds de vidéos et de photographies mentales dont il convoquait à l'occasion tel hôtel, quand elle ne s'invitait pas d'elle-même dans son imagination. C'était par exemple Odego radieux face à un auditoire en train de l'applaudir, ou Odego circulant parmi ses invités, distribuant généreusement clins d'œil, sourires, compliments, poignées de main, ou Odego qui s'engouffrait dans sa voiture. Nous filons au conseil, Yvan. Et donc oui, Gu à présent en était sûr, jamais avant aujourd'hui il ne s'était trouvé en présence du général, et le sentiment de déjà-vu qu'il avait éprouvé tout à l'heure venait seulement de ce que, par plus d'un trait, le général rappelait Odego. Les deux hommes avaient la même façon de marier fermeté du maintien et décontraction du geste, la même façon aussi de subitement changer de visage et d'y laisser paraître un instant la rudesse, voire la férocité au lieu de la cordiale bonne humeur qu'ils affichent d'habitude. Se ressemblaient-ils pour autant? Non, pas de ressemblance, du moins pas de ressemblance physique entre ces deux-là, aigus, par la pensée, confrontaient leurs images respectives, toutes récentes celles du général, saisies sur le vif et dupliquant fidèlement le modèle, plus ancienne celle d'Odego, simplifiée au fil des années et des diffusions et rediffusions, au point que finalement elle relevait davantage de l'imagerie que du souvenir. Et puis il n'avait pas le même rythme, aucune hâte, chez le général. Il repoussait tranquillement le proche avenir à plus tard, prolongeant comme à plaisir l'attente anxieuse de ceux qui espéraient de lui un mot, un regard au moins, si impersonnel ou fortuit que pourrait être l'un ou l'autre. Tandis qu'Odego était pressé, toujours. Il entreprenait beaucoup et manquait de temps pour tout accomplir. Il se dépêchait donc, entraînant ses collaborateurs dans le mouvement. Et lors même qu'il s'accordait un bref intermède extra-professionnel, sacrifiant délibérément à la vie de famille ou à quelques pratiques sportives une fraction de sa journée, il bouillonnait. Ça se voyait, s'entendait à des riens une crispation des maxillaires, certaines tensions dans la nuque, un regard furtif sur un écran de portable ou une réplique débitée en accéléré, comme si les organes de la phonation et tout accord avaient intérêt à faire vite s'ils voulaient rattraper la conscience dégelée partie ailleurs. Gu se dit, Odego s'entendit se dire, Odego, à voix qui parlait en lui ne devait rien ne souffle ni à aucune gymnastique de la langue ou des lèvres,
Pourtant le nom qu'elle prononçait était normalement articulé, aussi intelligible qu'une parole ayant passé le sas de la bouche et résonnant à l'air libre. Sauf qu'en fait de parole il s'agissait d'une pensée intime guère aérienne par conséquent, et inaudible à autrui. N'importe. Aérienne, pas aérienne, dans les deux cas c'était la voix de Gu, la voix dans laquelle depuis toujours Gu se reconnaissait, de même que voyant son ombre se déplacer élastiquement sur le sol. Quoiqu'elle ne soit qu'une défroque plate et vide rêvée à ses pieds, il l'identifiait immédiatement comme un prolongement de lui-même. De nouveau il pensa, au dégo, mais cette fois, il avait pris la voix de Weiwei et le ton mi-sérieusement déclamatoire mi-ironique dont son pote était coutumier, au dégo et continueur l'imitation, le cortège, fit-il, avec étirement de la syllabe accentuée, le cortège et même je, le prème des mélas, rideau, et effacement du sourire dont s'était d'abord égayé le visage de Gu. 23 Frankie ni Weiwei ne déjeunerait à bord, aujourd'hui. Frankie avait un rendez-vous en ville. Quant à Weiwei, à l'heure où sur le bateau Gu et les autres entendraient le tintement énergique de la cloche d'Augustin passer dans les coursives, lui serait assis dans l'avion à plus de 10 000 mètres d'altitude. Prié déjà de redresser le dossier de son siège et de garder sa ceinture de sécurité attachée pendant la descente qui s'amorçait. Par le hublot, sitôt traversé l'opaque épaisseur des nuages, il observerait le paysage miniature en contrebas. Ce serait d'abord une étendue sans relief, parcourue par les sinuosités immobiles du Moyau et les ramifications de ses minces affluents, et à la surface de laquelle villes et villages se réduiraient à quelques taches isolées. Ce décor schématique se rapprocherait graduellement, grossirait, assez précis bientôt pour que s'y distinguent les routes, dessinées comme sur une carte routière. Que divers lieux éparpillés au sein du vaste ensemble offert tout d'une pièce à la vue ainsi de la cimenterie 1, 22, reconnaissable la singularité de sa couleur crayeuse dans la campagne ocre et verte, ailleurs le campus Cheikh Nadro, ailleurs le lac du Chien, et encore le long bandeau du littoral, s'étirant sur des kilomètres sans autre brèche que l'embouchure du fleuve ni autre habitat que le hameau des pêcheurs, avec les embarcations de pêche tirées sur le sable entre cocoteraies et océan. On aurait l'impression de réintégrer peu à peu la réalité de tout le monde après 3 heures d'isolement en plein ciel, de retrouver les vraies maisons vues seulement en images dans les magazines feuilletés durant le vol, le vrai mobilier urbain et les vrais arbres, les vrais fils de voitures. L'avion continuerait à descendre. Il passerait à basse altitude au-dessus du rivage, survolerait l'eau sur laquelle son ombre portée apparaîtrait quasi à échelle 1, et à un moment, basculant résolument sur le côté, il virerait sur l'aile pour revenir se placer droit dans l'axe de la piste. Weiwei alors éprouverait dans tout le corps l'imminence du contact avec la terre ferme, et en effet, soudaine, quoiqu'attendue, la secousse de la carlingue lui confirmerait que l'atterrissage avait eu lieu. Aussitôt il ressentirait la puissante contre-poussée du freinage, puis la décélération des moteurs et la solidité du tarmac sous l'appareil retamé dans tout son poids, puis le roulement au ralenti, un virage, un autre virage, une dernière rotation et stop, arrêt complet. Il serait arrivé au pays. Toutefois, avant de se séparer pour quelques jours, les deux amis eurent un dernier tête-à-tête dans le fumoir bibliothèque afin de faire le point. Côté sécurité, il n'avait pas été si difficile que ça de constituer à distance une équipe d'une douzaine d'hommes, tout militairement formés à défaut d'être des spécialistes de la protection-surveillance. Weiwei ne les avait jamais vus que sur écran, mais à leur nombre, à leur dégaine, il les repérerait tout de suite parmi la foule du hall d'arrivée. On ferait connaissance tout en se dirigeant vers l'aire de stationnement. On se répartirait dans plusieurs véhicules et, sans plus tarder, on se rendrait sur le site du futur échouage pour une première séance d'instruction. Côté équipement, Frankie avait fait appel à celle que le général avait nommée Madame Wang, soit Méline, pour Frankie, une amie cantonaise rencontrée à Canton mais qui depuis plusieurs années vivait ici, à Combedji. Partie d'une simple boutique de quartier et de la seule vente au détail de tongs brésiliennes, elle avait très vite étendu son réseau de distribution à l'ensemble du continent, et des tongs elle était passée à peu près tout le reste, béton, rails, vivres frais, téléphone, baumes anti-stress, camions à benne. La même désormais riche et influente amie fournirait à Frankie le matériel dont il allait avoir besoin. Elle pourrait aussi, avait-elle dit, lui présenter un sino-nigérian qui s'y connaissait en ferraille et qui, selon elle, ferait un excellent chef de chantier. Est-ce que ça l'intéressait ?
Méline n'était pas du genre à recommander n'importe qui, Frankie le savait. Néanmoins il avait décliné sa proposition. Pas la peine, avait-il répondu, déjà quelqu'un. Un Tegbe, recruté sur la côte bengalaise on se l'arrachait, là-bas, dans le milieu de la déconstruction navale. Au mot Tegbe, et plus encore à côte bengalaise, Wewe avait haussé les sourcils, intrigué manifestement et curieux d'en entendre davantage. À déconstruction navale, il s'était exclamé, dans Jean César Wewe le connaissait, un peu que Wewe le connaissait ça alors, dans Jean César. Ce nom-là lui coupait le souffle, à Wewe. Trop d'étonnement, de contentement, trop de souvenirs d'un coup, trop à dire et ses mails me bafouillaient, comme essayant de mimer plein de choses à la fois sans parvenir à rien. En tout cas, Frankie avait bien fait. Quoi que puisse en penser Méline, un chef de chantier sino-nigérian aurait eu du mal avec les ouvriers Tegbe, ces derniers l'auraient regardé d'un sale œil, seraient restés sourds à ses consignes ou pire, ils auraient carrément pris le parti des pêcheurs en colère. Et même si la complaisance des autorités était chose acquise, le mécontentement local aurait vite gagné le pays entier, et avant longtemps c'est toute la planète qu'on aurait eu à dos. Au carré officier, ce jour-là, le déjeuner manqua d'entrain. Augustin avait pensé qu'en l'absence du commandant il revenait au second capitaine d'occuper la place en bout de table, mais Mirko avait déclaré qu'il préférait pas. Relayant alors le steward, Louen avait insisté. Allons, capitaine, avait-il dit et dans un même geste ouvrant les mains, joignant bord à bord les deux paumes et les avançant, comme on fait pour donner à constater l'évidence ou pour présenter une offrande. Il avait montré combien la chaise de Frankie était vide, pouvait-on s'accommoder de ça, lui-même pourtant, sollicité par le restant de la tablée après que Mirko eut réitéré son refus, s'empressa de faire non de la tête et, marquant que pour lui la question était réglée, il s'assit à sa place habituelle et passa à autre chose. Il évoqua le sous-sol de la RGK, les convoitises que suscitait sa bauxite, son or, son cuivre, ses 174 à ses consignes ou pire, ils auraient carrément pris le parti des pêcheurs en colère. Et même si la complaisance des autorités était chose acquise, le mécontentement local aurait vite gagné le pays entier, et avant longtemps c'est toute la planète qu'on aurait eu à dos au carré officier, ce jour-là. Le déjeuner manqua d'entrain. Augustin avait pensé qu'en l'absence du commandant il revenait au second capitaine d'occuper la place en bout de table, mais Mirko avait déclaré qu'il préférait pas. Relayant alors le steward, Louen avait insisté, allons, capitaine, avait-il dit et dans un même geste ouvrant les mains, joignant bord à bord les deux paumes et les avançant. Comme on fait pour donner à constater l'évidence ou pour présenter une offrande, il avait montré combien la chaise de Frankie était vide, pouvait-on s'accommoder de ça, lui-même pourtant, sollicité par le restant de la tablée après que Mirko eut réitéré son refus, s'empressa de faire non de la tête et, marquant que pour lui la question était réglée, il s'assit à sa place habituelle et passa à autre chose. Il évoqua le sous-sol de la RGK, les convoitises que suscitait sa bauxite, son or, son cuivre, ses 174 terres rares. Il évoqua le relief du pays, ses paysages, et il en vint à parler du lieu-dit le Château d'Or. L'endroit se trouvait à 1 heure de voiture de Combedji, à mi-pandamont que la forêt dense couvrait jusqu'au sommet, à l'exception d'une zone classée terrain militaire. En dehors de cette zone, défrichée et bien sûr clôturée de barbelés, pas trace d'humains, beaucoup d'oiseaux, par contre, et des singes, des babouins principalement, dont il n'était pas rare de voir plusieurs dizaines d'individus traverser en groupe l'unique piste carrossable du coin. Le chat qui dort ouvrait dans le couvert végétal une échappée qui en faisait un large puits de lumière, et il creusait dans le sol rocheux un bassin qu'alimentaient plusieurs ruissonnées en amont. Eau claire, assez profonde pour y nager ou même y plonger, à bonne température pour les frileux. Baignade de rêve, comme Louen avait pu le vérifier en 2-3 occasions. Mais ça remontait à pas mal d'années. Depuis, le chat qui dort avait plusieurs fois changé de qualification cadastrale. Déclaré propriété de l'armée et intégré à la zone militaire, il avait ensuite été vendu à un riche particulier qui peu après l'avait vendu à son tour. Un bungalow y avait été construit, habité un temps, puis délaissé, et dès lors vite envahi par la végétation.
Terrain et bungalow finalement avaient été rachetés par Méline, après quelques aménagements, en avait fait lesquels, son lieu de villégiature favori 175. Tout le monde autour de la table écoutait, mais seul l'Espinasse posa des questions. N'y avait-il jamais eu d'accident avec les babouins? N'était-il pas dangereux pour une voiture de s'aventurer seule sur leur territoire? Le babouin, à ce qu'on racontait, pouvait se montrer mauvais, surtout en bande. Kailasseur, saccageur, tueur. Et Madame Wang, toute seule là-haut dans son bungalow, ça ne l'effrayait pas, le grouillement autour d'elle d'une verdure à ce point enivrée de moiteur et de chlorophylle, et ces hordes de singes, Madame Wang, dit Louen, n'était pas effrayée par grand-chose. De plus, elle savait se servir d'une arme. Mais pourquoi toute seule? Avait-il à aucun moment parlé d'elle comme d'une contemplative endurcie? Les autres, aigus parmi eux, étaient devenus songeurs, visités, aurait-on dit, par des images d'arbres géants, d'ombres feuilles traversées par le poudroiement des rayons du soleil, de lianes en suspension. Ou peut-être il se figurait un bougainvillier encadrant la terrasse du bungalow, un fauteuil en bambou sur la terrasse et Frankie dans le fauteuil, fume-cigarette entre les dents, à demi sorti de l'eau, mais Lynn avance la lèvre inférieure et souffle à la verticale, dissipant les gouttes restées accrochées à son visage aux cils, aux ailes du nez, au rebord des narines, après quoi, souriant de loin à Frankie tout en se torsadant les cheveux pour les essorer, tu devrais venir, elle est, ayade extatique vers le ciel, il y eut un silence. Les regards se portaient malgré eux vers la chaise inoccupée en bout de table. Il s'empressait de s'en détourner, mais c'était pour rencontrer celle que l'absence de Weiwei laissait vacante elle aussi. Deux convives en moins, sur cet ordinairement, ça faisait beaucoup, surtout que l'un était le commandant et que l'autre, s'il allait remonter à bord dans quelques jours. Ce ne serait pas pour se réinstaller dans sa cabine ni mettre les pieds sous la table contenir aucune cargaison. Ces feux de une luisaient d'une blancheur sans éclat dans la lumière tristement orangée de l'éclairage portuaire, et le halo verdâtre de son feu tribord semblait à la limite de l'extinction, trop faible pour repousser encore longtemps les ombres maléfiques de la nuit. Par instants, du fond de la faille étroite qui séparait quai et coque, montait le bruit d'un léger remuement de l'eau. Le bateau sans doute avait bougé, animé par la vieille habitude qu'il avait de repartir dès que possible après déchargement du fret. Mais cette amorce de départ était aussitôt bloquée par le raidissement des haussières. Tout cessait, remuement, clapotis, dérive. L'inertie générale s'installait pour un moment durant lequel les cordages pouvaient relâcher leur tension. Puis ça recommençait, et c'était chaque fois comme si, vidé de ses forces après une énième et vaine tentative d'appareiller, et ravalant toute fierté devant l'efficacité impitoyable des liens qui l'emprisonnaient, le Nauplio se résignait à son sort. La soirée passa puis la nuit, sans que l'obscurité du ciel ni celle des cabines endormies n'allège aucunement l'ambiance à bord. Ça ne s'arrangea qu'avec le jour, qui vit bientôt perpétuer Jeanfa à courir sur le pont pour retrouver l'intéressant décor de la veille, soit les balises flottant dans la rade, les bateaux au repos et aussi les divers quais, les uns déserts, silencieux, les autres, au contraire, bruissant des opinions répétées de Levager, le dépose, apparut à ensuite des enfants. Augustin leur fit remarquer qu'ils étaient encore en pyjama. Il les invita à regagner leur cabine pour s'y doucher, s'y habiller et ranger un peu leurs affaires. Après ça, ils iraient petit déjeuner. Ils le supplièrent d'attendre une minute. Attendre, c'est que le steward avait à faire. Il était pressé, et puis, s'il te plaît, insista Perpétue méguère implorante, furieuse plutôt, et comme outrée que ses propres urgences comptent pour si peu. Augustin attendit, jusqu'à ce que les enfants mettent brusquement fin à leur observation panoramique et réclament d'aller petit déjeuner tout de suite, sans repasser par la cabine. D'un branlement de tête, associé à un lent et long frottement des mains paume contre paume, pulpe des doigts contre pulpe des doigts, Augustin manifesta qu'il désapprouvait pareilles exigences, même s'il allait une nouvelle fois y céder. Il accompagna les enfants à la cuisine où Cachy les reçut avec cordialité. Et s'était levé tôt. Avait-il bien dormi, et fait quel rêve point. Ils portaient tous les deux le in-pyjama, dit encore exactement, on aurait le maître cuisinier, le in-mex cru de 381 de frères. Perpétue s'étonna du lassue, qu'elle trouva amusant avant de se demander, inquiète tout à coup, si en fait de lapsus il ne s'agissait pas d'une moquerie délibérée qui la visait comment le prendre.
Elle choisit de mettre posément les choses au point et, pour commencer, rappela qu'elle était une fille. Ensuite elle fit remarquer à Kashi que les motifs ni le coloris des pyjamas n'étaient spécifiquement masculins et que surtout menton rentré, elle était en train de dégrafer un bouton de sa veste de pyjama. Regarde, tu vois, elle montrait que la boutonnière se trouvait côté droit et le bouton côté gauche, tandis que les vêtements de garçon, et, montre-lui, Janfa, c'était l'inverse. Boutonnière à gauche, bouton à droite. Là-dessus, et tout en attaquant leurs cornes, flac. Filles et garçons demandèrent ensemble à Augustin s'il savait à quoi ressemblait le drapeau du Libéria. Eux le savaient, ils avaient regardé lit dans leur encyclopédie jeunesse. Et à quel moment 4 deviendrait-il le pavillon du $? En principe, le lendemain midi. Mais ce serait le pavillon du traghetto, non lu celui du Noplio. Ils répétèrent traghetto pas mal comme nom. Comment s'orthographiait-il voulu savoir Perpétue 182 était ce italien voulu savoir Janfa. Augustin leur demanda s'il avait déjà vu une gondole, et de là il passa au palais, au rat, au pont vénitien, à la vase ainsi qu'au mot malaria qui voulait dire mauvais air et qui était le paludisme. Janfa avait beau connaître le palud depuis toujours, paludisme ne faisait pas partie de son vocabulaire, non plus que malaria, du reste. Il interrogea le steward, mais Perpétue se hâta de répondre à la place de ce dernier et ce fut elle qui expliqua que paludisme et palu étaient la même chose. Simplement paludisme était le vrai mot, le mot entier. Palu était juste un raccourci. Janfa fut rapide à riposter une abréviation, pas un raccourci. C'était pareil, se défendit Perpétue, et se tournant vers Augustin. N'est-ce pas que c'était pareil? Augustin préféra ne pas trancher. Il revint plutôt à ceux qui attendaient le bateau et ses passagers et parla échouage non. Eut-il alors à répondre? Trop dangereux. Il parla encore misel au préalable des zodiaques, remontée du fleuve, taxi oui, largement. Il évoqua tata l'ouverture votre grand-mère, crut-il pouvoir dire Talou. Les deux enfants se regardaient hilar. Elle n'était pas leur grand-mère 183 et un peu quand même, non, ils en convinrent, avant de déclarer qu'ils n'auraient pas le temps de s'habituer à Traghetto et que même après sa démolition le Noplio resterait pour eux le Noplio 25. Le retour de Frankie le lendemain relança l'activité à bord. On avait suffisamment de carburant pour une journée de navigation à une allure moyenne de 16 nœuds, mais pas pour les 1100 milles nautiques qu'il restait à parcourir. Il fallut remettre du fioul, ce qui voulait dire camion-citerne, pompe et gros tuyaux, vapeurs incolores se contorsionnant dans les airs, puissante exhalaison. Mais surtout, il y eut à installer puis à déplacer un échafaudage volant, en poupe, sur le flanc bâbord, sur le flanc tribord, là où Nessiato et Noplio devaient être effacés afin de laisser place à Traghetto. Perpétue et Janfa suivirent ces opérations avec certain intérêt, tantôt depuis le pont, tantôt depuis le quai. Entre-temps, ils s'amusaient à dévapremier l'échelle de couper ce qu'ils firent plusieurs fois de suite, courant même dans la remontée. À un morne, Janfa interrompit sa course et se mit à sauter sur place comme sur un tremplin, mais la vue de Frankie qui revenait de la capitainerie l'arrêta. On appareilla le samedi 17 à 8h30. Le jour s'était levé 2 heures plus tôt, révélant de nombreuses flaques sur les quais ainsi que de grosses perles, le pluie sur le métal des chariots élévateurs et sur la toile imperméable des bâches. Mais il ne pleuvait plus. Passé 8h30, il y eut même quelques échappées bleues dans les nuages, de sorte que la côte resta visible longtemps, s'amenuisant jusqu'à ce que la ligne d'horizon se referme sur l'océan et que celui-ci redevienne un disque entier autour du Noplio. Le bateau, qui avait repris sa prudente et régulière allure de 16 nœuds, inscrivait de nouveau son sillage à la surface des eaux planes. Le tangage faisait osciller doucement ciel et mer. La machine tournait rond. On retrouvait les ordinaires sensations de la navigation hauturière et, avec elle, l'impression aussi d'avoir renoué avec le temps d'avant-escale, un temps marin, qui s'écoulait mais s'écoulait en gardant la fixité d'un présent perpétuel. Un temps sans durée, dans lequel projet et regret se dissolvaient pareillement. Entre relevage de l'échelle de coupée, maniement des haussières, manœuvre de sortie du port 186 puis signe d'adieu adressés aux pilotes redescendus dans sa vedette, la vie à bord avait connu l'inévitable agitation des départs. Le calme qui suivit n'en fut que plus grand. Plus personne sur les onds, plus personne dans les coursives. Et quand le bateau croisa un banc de poissons volants, puis qu'il fut escorté pendant quelques minutes par un trio de marsouins,
Seul l'homme de bar et l'officier de quart virent les trémoussements des premiers filant ensemble au ras de l'eau et les bonds joliment arrondis des seconds. Vers 11 heures, sans pour autant altérer le silence qui persistait à l'arrière-plan, quelques bruits de casseroles résonnèrent, témoignant que Cachis s'activait de nouveau en cuisine. Augustin ne tarda pas à l'y rejoindre et à entamer son habituel va-et-vient cuisine, carré, cuisine. Ils parlèrent de choses et d'autres avant que le steward s'étonne des achats faits à Combedgy par le maître cuisinier. De l'huile, du bouillon cube, du lait concentré sucré, du gari, très bien, mais pourquoi en telle quantité? Un bidon de 10 litres, de plein carton, 25 kilos. On n'allait pas faire le tour du monde si? Cachis tarda à répondre, mais il finit par expliquer que ce n'étaient pas des quantités si considérables et que, de toute façon, il prévoyait d'en emporter une grande partie à terre le moment venu. Cachis plaisantait. Il les voyait embarquer tout ça dans le Zodiac, point d'exclamation. Il envisageait de se lancer dans le commerce en gros ou quoi? C'était pour tâter l'ouverture, dit le cuisinier. On n'arrivait pas chez quelqu'un les mains vides, d'autant moins quand ce quelqu'un était quelqu'une appartenant à la collectivité familiale ou sous-vie. Et puis, manger le gari préparé pour eux par leur grand-mère, ça ferait plaisir aux enfants, à ce détail près que ce n'était pas leur grand-mère. Le cuisinier le savait, mais il savait aussi que c'était au gomme. D'ailleurs, reprit Augustin, ils ne sont pas frères et sœurs, ni même cousins-cousines, alors une grand, pas frères et sœurs. Pourtant ils se ressemblent. Tu es sûr? Et plusieurs jours passèrent de la sorte, rythmés par la répétition des repas et des changements d'officiers de quart autant que par le tangage et l'incessant clapotis qu'ils produisaient. On naviguait en se tenant à une 50aine de milles au large, soit à bonne distance des courants côtiers et des hauts-fonds, hors de vue de la terre ferme. En fin de Matis 188 né le dimanche 18, on passa ainsi à la hauteur de Greenville sans avoir seulement aperçu la Extra Leone ni le Liberia. Vers 17 heures le même jour, on passa au sud du cap des Palmes sans davantage voir aucune terre, et pas même la lumière du phare de Ruswurm. Dès lors, on ne fut plus qu'à une centaine de milles de l'équateur. Mais on ne descendrait pas plus bas. On remonterait même légèrement dans l'hémisphère nord, cap nord-est dans un premier temps, puis franchement nord-est quand on aurait franchi la longitude de la ville de Cap Coast. Un premier incident sur 20 avant qu'on en soit là. Les tubes néons achetés à Combedgy claquèrent tous durant la journée du dimanche. Une fois de plus, le pont inférieur baissant trouva obscurci et certes un nimbe de mystère enveloppa la silhouette traverse puis du bosco circulant dans les coursives. Mais il y eut plus grave. Une fuite dans le système de refroidissement entraîna une surchauffe du moteur. Il fallut ralentir l'allure, on n'avança plus qu'à 12 nœuds, en sorte que l'après-midi du lundi 19 était bien entamé lorsqu'on entra dans les eaux territoriales ghanéennes. Louen se montrait rassurant, ça tiendra, disait-il. Zoniawski avait l'air d'en être moins sûr, et chacune des dernières 24 heures du voyage faillit lui donner raison. 189 dans la nuit du lundi au mardi, le Nauplio se mit en effet à vibrer plus que jamais. Un inquiétant bruit de tôle remontait de la cale comme si, à force de tremblements, des boulons s'étaient desserrés, ou des soudures avaient lâché. Au lever du jour, on put voir qu'en plus de ça, au sommet du château, la fumée sortant de la cheminée n'avait pas très belle apparence. Elle s'élevait par saccades, étrangement charbonneuse soudain et toute pâle l'instant d'après, sans assez de consistance alors pour former le moindre panache. À la mi-journée enfin, passé la longitude de Lomé, l'homme de bar signala que depuis un moment le bateau avait tendance à virer sur bâbord, l'obligeant à constamment corriger. Un dialogue s'établit entre passerelle et salle des machines. Le chef voya-t-il d'où pouvait venir cette nouvelle anomalie? Le risque était-il élevé que celle-ci s'aggrave dans les 4 ou 5 heures à venir? FT le moteur, supporterait-il d'être poussé à fond pour la manœuvre d'échouage? Louen n'avait pas d'explication au problème de gouvernail dont on pouvait seulement espérer qu'il n'empire pas. Quant à la fuite responsable de la surchauffe, il avait paré au plus pressé en bricolant un pansement de fortune. Ça durerait ce que ça durerait. Toutefois, en prévision du moment où il serait demandé à la machine de tout donner droit vers le rivage, Folaea il serait sage de ne pas trop la solliciter d'ici là. Francky souhaitait qu'on soit sur le lieu d'échouage à 16 heures au plus tard. Il fallait pour ça, dit-il, qu'on navigue à une allure de 8 nœuds minimum. À 8 nœuds elle tiendrait, la machine, elle tint,
en continuant de provoquer beaucoup de vibrations et de temps à autre l'expulsion par la cheminée d'une fumée suspecte, mais elle tint, de même que le gouvernail, auquel semblait convenir qu'on ait obliqué vers bâbord pour se rapprocher de la côte petit à petit. Augustin avait aidé les enfants à faire leurs valises. Gu, de son côté, avait également fait la sienne et après ça, plutôt que de rester dans une cabine devenue sinistre de n'être plus habitée, il avait gagné la passerelle. Occupé à observer à la jumelle la terre apparue depuis peu à l'horizon, Frankie parut d'abord ne pas avoir remarqué que dans son dos et celui de l'homme de bar quelqu'un venait d'entrer. Ce ne fut qu'au bout d'un moment, et sans pour autant interrompre son observation, qu'il désigna à Gu une paire de jumelles disponibles. Suspendue à la barre d'appui qui courait le long du pupitre de commande 192, la côte se présentait comme une bande de terre sablonneuse s'élevant pénusitue dessus du niveau de la chimère. Les pourvues de végétation excepté quelques touffes de chiens-dents marins, et sans autre construction que le long terre-plein qui rehaussait la route en arrière-plan. S'élançant, reculant et continuant comme ça indéfiniment, le flux écumant suscité par le déferlement des rouleaux versait chaque fois la bande sablonneuse pour venir buter contre la base empierrée du terre-plein. Sûrement, cet assaut répétitif durait depuis des années, car à une vingtaine de mètres du rivage émergeaient encore quelques tronçons de chaussée bitumée, vestiges de l'ancienne route de front de mer que la montée des eaux avait noyée. Un peu plus au large, émergeaient aussi ici et là de vieilles épaves que Gu hésita à identifier, on dirait. Frankie confirma de la tête qu'il s'agissait bien de carcasses de navires. Est-ce que la côte du pays Tegbé offrirait un tableau du même genre ? Frankie marmonna que non, avant de revenir au paysage local et de s'étonner que devant tant de métal à portée de main personne n'ait entrepris de l'épave devait être très ancienne, récupérée. Les qu'il n'y avait vraiment plus et tellement rouillé, rien de monnayable à en tirer, séparé de la route nationale par une longue plantation de cocotiers. La plage s'étirait sur 3 kilomètres entre le village des pêcheurs et l'endroit particulièrement peu pentu choisi pour l'échouage. Deux chemins parallèles, à peu près carrossables malgré le sable qui çà et là en épaississait la chaussée de la territe, traversaient la cocoterie à quelques centaines de mètres de distance, reliant la route au bord de mer. Or depuis la veille, une barrière solidement cadenassée interdisait l'accès à ces chemins, et c'est seulement après déverrouillage, et sous la surveillance d'agents de sécurité armés, que le matin même, à l'aube, l'une des barrières s'était levée devant un défilé de camions comme on n'en avait jamais vu dans le coin. Le déchargement du matériel et des baraques de chantier ainsi que l'activité des gros engins de terre rassement arrivés sur camions plateaux soulevèrent avec armes qui s'entendit à plus de 1000 mètres à la ronde. Au rincement des bras de levage, s'ajoutait l'ânement des bulldozers et le cliquetis désordonné des plaques de roulage qu'on entassait avant installation, et celui aussi des éléments